mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à l'espace André Chédid. Je tenais spécialement à être là pour remercier Henri de Montvalier, fondateur de l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux, de nous avoir fait cette proposition de soirée tout à fait intéressante sur les rapports entre la philosophie et les séries télévisées. Donc c'est une des propositions que l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux mettra en œuvre cette saison, mais il y en aura d'autres. Je crois que vous en direz deux mots à la fin de cette séance. Et il semblait assez naturel de vous accueillir dans la mesure où nous proposons des conférences philosophiques et différentes initiatives autour de la philosophie dans cet espace depuis son ouverture en 2014. Je crois qu'il y a vraiment des ponts intéressants à faire entre nos entités. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à prendre connaissance de notre programme. J'ai laissé quelques exemplaires de notre brochure voilà, dans la salle. Et je vous souhaite une très bonne séance. Et merci. Voilà, je crois que tout le monde m'entend mieux. Merci beaucoup, cher Étienne, merci pour votre accueil. Et je suis ravi de vous accueillir pour cette 5e saison, donc ça a commencé en 2018, de l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Alors au second semestre, il y a un séminaire qui est prévu, un cycle de conférences que j'appelle Philosopher en dehors des clous, donc que je donne depuis 4 ans. Mais pour cette rentrée, je voulais créer un événement autour d'un numéro de la Revue internationale de philosophie que j'ai co-dirigé avec ma collègue la philosophe Sandra Laugier de Paris 1 sur le thème « Les séries télévisées pensent-elles ?» Et ça me semblait un thème intéressant de rencontre. Donc voilà, cet événement est un petit peu à part, mais il s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce que propose l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Mon séminaire proprement dit commencera au second semestre en janvier, mais je vous en reparlerai tout à la fin. Ce numéro de la Revue internationale de philosophie, donc, pendant 40 ans, c'était le philosophe Michel Meyer qui a dirigé cette revue et il est mort brutalement à l'âge de 71 ans en mai dernier. Et c'était lui qui avait accepté sans aucune réserve la proposition que je lui avais faite de ce numéro. Voilà, donc je voudrais lui dédier cette soirée, parce que c'était un philosophe important et c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié. Au sommaire, excusez-moi, de ce numéro spécial de la Revue internationale de philosophie, les séries télévisées pensent-elles. Donc vous avez 7 contributions. Vous avez un premier article de Sandra Laugier sur séries télévisées et esthétique de l'ordinaire, un deuxième article de Marianne Chaillan sur les séries télévisées, un laboratoire de philosophie morale, un troisième article de Sylvie Alouche sur Jack Bauer, donc 24 heures, Kant, Oedipe Roi, quel rôle accorder à l'anticipation des conséquences dans nos décisions morales, un article de Hugo Clément sur la série Sherlock, enquête philosophique, point d'interrogation, un article de Thibaut de Saint-Maurice, ici présent, qui va nous expliquer les choses, le bureau des légendes ou comment restaurer la confiance dans un monde incertain, un article du philosophe américain Martin Schuster sur la série Black Monday, et enfin un article de votre serviteur dont je vous expliquerai aussi les enjeux, le miroir qui revient, action, contemplation et méditation dans Miami Vice. Donc nous allons organiser la soirée de la façon suivante. Je vais d'abord inviter Thibaut à présenter de façon générale son travail sur les séries, parce qu'il travaille depuis très longtemps sur cette thématique, et son travail sur le bureau des légendes, et il va vous montrer un certain nombre d'extraits. Ensuite, je ferai la même chose pour mon travail sur Deux flics à Miami, je vais vous présenter mes hypothèses. Et enfin, à la fin, bien sûr, vous serez, dans un troisième temps, vous serez invité à poser vos questions, à faire vos remarques.
sur les séries télévisées en général, sur ces 2 séries ou sur toute autre série qui vous intéresse dans la limite de vos compétences. Mais mon collègue est beaucoup plus compétent que moi, donc je pense qu'il ne craint aucune question. Voilà, donc mon cher Thibaut, je t'invite à venir à côté de moi, si tu veux bien. Et je te remercie vraiment d'être présent ce soir. Alors, avant d'en venir à ton travail sur le bureau des légendes, je voudrais rappeler quand même que ça fait très longtemps que tu travailles sur ce sujet, et il y avait eu les fameux 2 volumes de philosophie en série chez Ellipse en 2009 et 2010, donc déjà il y a plus de 12 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment, en cette fin des années 2000, tu as été amené à travailler sur les séries télévisées? Parce qu'à l'époque, c'était peut-être beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir participer à cette discussion. C'est toujours un immense plaisir pour moi de parler de séries télévisées et de philosophie, parce que c'est un peu mes 2 grandes passions dans la vie. Enfin, aussi avec la cuisine et les enfants, mais ça vous intéresse moins. Mais effectivement, pour répondre, si en plus on considère que le premier livre a mis un petit peu de temps à s'écrire parce qu'il fallait inventer aussi un petit peu une méthode pour travailler sur les séries, donc c'est un travail que j'ai commencé à peu près en 2007 sur les séries. Et en fait, il y a 2 sources à ce travail. La première source, c'est le fait que je suis depuis très très longtemps un gros consommateur de séries télévisées, enfin de télévision en général en fait, et de séries télévisées en particulier. Voilà, n'en déplaise à ceux qui pensent que la télévision abrutit. Moi, j'ai beaucoup regardé la télévision, sans doute parce que c'était interdit chez moi en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup regardé la télévision, et j'ai beaucoup regardé la télévision pendant mes études de philosophie. Et ça a été toujours une grande source de pensée en fait que de regarder la télévision. Et dans cette télévision, il y avait des séries. En fait, voilà, j'ai regardé beaucoup de séries. Alors peut-être si il y a des effets de génération sur cette époque, mais c'était la grande époque, par exemple, de la trilogie du samedi soir sur M6, avec des séries comme Charmed, comme Le Caméléon, comme X-Files, Buffy les contre les vampires, bien sûr. Et puis un peu plus tard, on a eu Friends, la grande période de Friends. Donc voilà, toutes ces séries-là, elles m'ont accompagné en fait à un âge où j'avais j'ai commencé à regarder beaucoup ces séries à partir de 16-17 ans, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, mais dans cette période de la vie où on n'est plus tout à fait un enfant, pas complètement un adulte, on est en train de faire ses études. Et je dis ça parce que en fait, moi, j'ai vraiment pas peur de le dire, c'est pour moi, ça a été pour moi un grand apprentissage. Et ces séries, elles ont fonctionné, elles ont eu cet effet d'être des grands récits d'apprentissage. Ça m'a pas empêché de lire L'éducation sentimentale, par exemple, de Flaubert, qui est un grand récit d'apprentissage, ou Les souffrances du jeune Werther, qui sont des récits d'apprentissage classiques, évidemment, mais j'ai trouvé dans ces séries de quoi apprendre, en fait, une vie de jeune adulte. Et donc c'est quelque chose que j'avais avec moi. Et puis la deuxième source de ce travail, c'est qu'en 2007, j'enseigne la philosophie en classe de terminale, et que je suis un jeune professeur, j'enseigne depuis 4 ans, et je me rends compte, bien sûr, que mes élèves, en fait, regardent tout autant de séries que moi, et que même, il y a des séries sur lesquelles ils sont bien davantage experts que moi-même. Et là, il se passe un truc de pédagogue, en fait, un truc pédagogique, je pense que peut-être parmi vous certains ont enseigné ou enseignent, qui est que j'ai identifié là une sorte de terrain commun sur lequel, en fait, la hiérarchie prof-élève s'annule. Et c'est un terrain qui est toujours hyper favorable parce que c'est un endroit où on peut valoriser les capacités, les qualités d'analyse des élèves. Or, dans un cours de philosophie, en plus en terminale, où on a très peu de temps pour transmettre justement des compétences en termes d'analyse, de problématisation, etc. Cette compétence, en fait, déjà acquise presque des élèves, compétence, en tout cas cette connaissance avant de devenir une connaissance, cette connaissance qu'avaient les élèves de séries, alors à l'époque par exemple c'est des séries comme Dr House par exemple,
Oui, on peut regarder le sommaire, hein, là, par exemple du tome 2, hein, donc il y avait 24 heures chrono, Alias, Desperate Housewives, Dexter, Doctor House, Grey's Anatomy, donc effectivement toutes les séries phares des années Prison 2000, Break, grand succès aussi. Voilà, donc évidemment on a un terrain commun et là on se retrouve donc sur ce pied d'égalité avec les élèves. Alors il ne s'agit pas de dire que voilà, toute connaissance comme ça spontanée ou, enfin, est formidable, etc. Mais ça constitue un terrain pédagogique très intéressant parce qu'on va pouvoir travailler en fait un peu d'égalité au départ, et puis petit à petit, je peux les amener sur mon terrain. En plus, à une époque où, et là aussi c'est de la pédagogie, il y a un petit effet de surprise, parce que le prof de philo leur demande s'ils ont regardé l'épisode de Dr House de la semaine, et commence un cours par exemple sur la méthode expérimentale en analysant en fait un extrait de Dr House sur une séance de diagnostic différentiel où il envoie toute son équipe péter parce qu'il se trompe dans les hypothèses. C'est certain que ça crée un contexte pédagogique qui est plutôt favorable. Bref, voilà, pour ces deux raisons, je me suis dit que ça serait intéressant de pousser un peu la méthodologie d'une philosophie en série, c'est-à-dire d'une prise au sérieux de ces séries et d'essayer en fait d'en déployer la pensée qu'elles contiennent, les effets de problématisation, les effets de complexité, l'attachement au personnage, des choses comme ça. Et puis donc de pousser l'exercice sur au total peut-être une quarantaine de séries, à la fois pour essayer de valider un peu une méthodologie, et puis en même temps parce qu'on se rend compte assez vite que certains ont vu une série mais d'autres ne l'ont pas vue, et donc il faut étendre un petit peu le nombre de séries pour être le plus inclusif possible dans ces références. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie. Donc dans ce numéro, tu as fait un article sur le Bureau des légendes, donc le titre c'est « Le Bureau des légendes ou comment restaurer la confiance dans un monde incertain ». Alors, d'ailleurs, je voulais te poser une petite question sur le titre, parce qu'il me semble un peu ambigu, c'est est-ce que c'est restaurer la confiance plus loin dans un monde incertain, donc c'est un complément circonstanciel, voilà, ou bien est-ce que c'est restaurer la confiance dans un monde incertain, au sens où le monde serait l'objet de la confiance, tu vois, est-ce que tu pourrais préciser ce point, parce que voilà. C'est une très bonne lecture, ça ne me surprend pas. C'était une ambiguïté voulue ou... Exactement, parce qu'en réalité, alors je vais vous expliquer ce titre dans le contexte un peu plus général de mon hypothèse de travail aujourd'hui, mais effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ces deux choses. C'est comment est-ce que dans un monde incertain tel que le spectateur peut le vivre en tant que citoyen, eh bien, comment se repose la question de la confiance. Premier point. Et deuxième point, c'est comment est-ce que ce monde incertain, en fait, eh bien, on peut en fait, essayer d'apprendre à lui faire confiance. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est exactement la position de l'agent de renseignement, en fait. C'est une série sur les agents de renseignement, et donc c'est exactement la position de l'agent de renseignement que de devoir apprendre à décider, à faire confiance, ou au contraire à être dans une défiance, mais qui ne peut pas être excessive, sinon elle vire à la paranoïa, alors même qu'il est dans un monde qui de toute façon ne pourra pas être autre chose qu'incertain. C'est pour ça qu'on fait du renseignement en fait. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait ici. Alors, on peut faire juste un petit switch de présentation. Je vais te laisser faire ta présentation. Parce qu'il y a quelques extraits qui sont associés, vous allez voir. La magie de la technique, hop, donc on va réduire celle-ci et aller chercher l'autre qui est là, hop. Donc ce sont des extraits que tu cites dans ton article. Ce sont des extraits qui sont cités dans l'article et ce sont des extraits qui illustrent en tout cas les trois arguments que je développe dans l'article. Alors, le Bureau des légendes, c'est une série qui a été créée par Éric Rochant et qui a été diffusée sur Canal+, et que j'étudie dans un contexte un peu particulier qu'il faut que je vous présente, qui est le contexte du groupe de recherche auquel je participe, qui est accueilli par l'Université de Paris 1. Ce groupe de recherche s'appelle Démo-Série. C'est un jeu de mots entre la démocratie et les séries. C'est un groupe de recherche qui est financé par l'Union européenne, et qui en fait essaye de penser et de mesurer l'impact des séries dites sécuritaires sur les valeurs et les idéaux démocratiques des sociétés occidentales. Voilà. On essaye de penser le pouvoir de ces fictions sécuritaires. Alors qu'est-ce qu'une fiction sécuritaire? Qu'est-ce qu'une série sécuritaire? On a une définition vraiment minimale, qui c'est une série dans laquelle
est mis en scène l'action d'un service de renseignement et ou la menace terroriste. Donc, une série comme Le Bureau des légendes, qui est une série qui nous fait entrer dans les coulisses de la DGSE, est une série sécuritaire. 24 heures chrono, qu'on a cité tout à l'heure, qui était une série du début des années 2000, est une série sécuritaire. Elle se passe dans la cellule antiterroriste de Los Angeles. Vous avez là d'autres séries sécuritaires. Homeland, par exemple, grande série sécuritaire, qui a duré plus d'une dizaine d'années, est une série sécuritaire dans les coulisses de la CIA. Et ce qui est super, c'est que pendant ce qui est intéressant, c'est que pendant 8 saisons, on va passer en revue plusieurs types de menaces. On commence par la menace terroriste islamiste, puis on va être sur les menaces de l'extrême droite américaine au cœur même de la société américaine, et on termine dans la 7e et la 8e saison par la menace russe. On revient à un contexte de guerre froide, de post-guerre froide. Et alors, excuse-moi juste, mais si on fait un petit peu d'histoire, la première série sécuritaire, c'est quoi? C'est Mission Impossible? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Qui invente le genre? Alors, qui invente le genre? C'est une question, honnêtement, qu'on ne s'est pas exactement posée, parce qu'on n'a pas une approche historique. Nous, on considère que la première série à partir de laquelle on travaille, c'est-à-dire que la borne, vraiment le point de départ de notre corpus, c'est la série 24 heures chrono. Pourquoi? Parce que c'est la première série post-11 septembre. Et en fait, on considère que cette question de la série, de la fiction sécuritaire, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans un contexte post-11 septembre. Pour être tout à fait exact, la première saison de 24 heures chrono est diffusée donc juste avant, en fait, la saison juste avant le 11 septembre. Et les 7 autres saisons donc, suivent et tiennent compte évidemment de cet événement décisif. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, une série comme Homeland, qui est créée par 2 des créateurs de 24 heures chrono, dès son générique, intègre cette mémoire du 11 septembre, puisque le point de départ de Homeland, c'est, on l'entend dans le générique, c'est « Nous avons raté quelque chose ce jour-là, et j'aimerais bien à l'avenir ne pas rater quelque chose comme ça. » Et ce quelque chose, c'est les attentats du 11 septembre. Une série comme The Looming Tower, par exemple, que vous pouvez regarder si vous êtes abonné à Prime Video, 10 épisodes, et qui est la transcription en série télé de la grande enquête du journaliste Lawrence White, qui s'appelle The Looming Tower, qui est une grande enquête journalistique qui fait plus de 2000 pages sur ce qui a été, comment les attentats du 11 septembre ont été possibles, et qui est une série qui est absolument passionnante, un petit peu austère, mais absolument passionnante, notamment sur le conflit entre les intérêts de la CIA et les intérêts du FBI. Et qui en fait suit cette hypothèse à la suite du rapport de l'enquête sénatoriale américaine sur les attentats du 11 septembre 2004, qui conclut que les attentats du 11 septembre ont été largement rendus possibles par en fait ce conflit entre les 2 agences de sécurité, puisque la CIA veut, pour le dire très très vite, ne pas arrêter, veut infiltrer les cellules d'Al-Qaïda pour remonter jusqu'au chef. Le FBI identifie des agents dormants sur le territoire et veut les arrêter pour empêcher un attentat. Et donc, en fait, et peut-être vous vous souvenez, mais dès les jours qui ont suivi les attentats, les Américains ont identifié les 11 pirates de l'air, parce qu'ils étaient en fait déjà dans leur machine de renseignement. En fait, ils les avaient déjà quasiment identifiés. Et ces attentats n'ont pas été empêchés parce que le FBI n'a pas eu le droit, n'a pas eu l'autorisation de procéder à des arrestations, parce que la CIA retenait des informations pour protéger des agents infiltrés. Voilà. Donc alors ça ne veut pas dire que c'est la seule cause de ces attentats. Il y a bien sûr une intention de nuire de la part d'Al-Qaïda en premier lieu, mais voilà. Donc nous on travaille sur ces séries-là, et on travaille sur ces séries sécuritaires, qu'elles soient françaises, américaines, israéliennes, par exemple comme Our Boys ou comme Atoufim ou Fauda ou False Flag, beaucoup de séries israéliennes sécuritaires étant donné leur contexte dans lequel ils vivent, ou une série anglaise par exemple comme The State. Voilà. Donc nous on essaye en fait de travailler ce genre sur des séries qui sont pas seulement américaines ou françaises,
Et on se rend compte, par exemple, on travaille sur une série sud-africaine qui s'appelle Queen Sono, et qui met en scène une agente de renseignement sud-africaine. Il y a plusieurs séries turques aussi, dans un contexte très particulier, qui mettent en scène le travail des services de sécurité turcs. Voilà, il y a une série suédoise, par exemple, disponible sur Netflix, qui s'appelle Khalifa, et qui raconte aussi le travail des agences de renseignement. Donc on se rend compte en fait que ce genre de la série sécuritaire, post-11 septembre, depuis une vingtaine d'années, en fait, traverse toutes les sociétés occidentales, toutes les sociétés qui se posent la question de la sécurité de leur population. Alors l'hypothèse de travail que moi je développe, là c'est mon hypothèse de travail, donc c'est une hypothèse, hein, donc c'est une hypothèse qui est donc en train d'être travaillée et discutée, argumentée au gré de mes recherches, mais je vous la livre comme ça très, très simplement. Mon hypothèse de travail, c'est que ces séries sécuritaires constituent en fait des ressources pour les audiences, pour les spectateurs, pour qu'ils puissent restaurer la confiance, pour qu'ils puissent de nouveau faire confiance en la puissance de leurs institutions démocratiques à procurer de la sécurité. Voilà, mon point de départ, c'est de considérer que la menace terroriste, telle qu'elle s'est affirmée depuis les années, donc le début des années 2000, en fait, a fragilisé notre confiance en la démocratie, puisque le problème de l'attentat terroriste, c'est qu'il est absolument contingent, il peut surgir à tout moment dans un RER, dans un train, à la sortie d'une école, quand on se rend au travail, etc. Et que tout d'un coup, en fait, notre mode de vie démocratique, ouvert et transparent, se trouve complètement en fait, mis en difficulté et on est complètement vulnérable par ces attaques terroristes. Et juste une remarque, quand tu parles de restaurer la confiance, on pourrait dire que c'est une espèce d'antidote au complotisme ou ce genre de choses, ou ça n'a rien à voir Alors, oui, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séries qui abordent ce sujet-là. Par exemple, je pense à une série comme Rubicon, qui est une série américaine qui a assez peu de... C'est normal si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle n'a duré qu'une saison, elle a assez peu de spectateurs, parce qu'elle est très compliquée. Et c'est une série qui aborde justement ça, qui aborde la question du complotisme et comment est-ce que, en fait, un des conséquences de la menace terroriste et des attentats terroristes, c'est que ça développe chez les audiences, dans les populations des démocraties qui sont touchées, ça développe en fait une propension au complotisme qui vient aussi faire vaciller, ébranler les institutions démocratiques. Donc il y a ce sens-là, mais il y a aussi en fait un sens que j'essaye de développer, que je vais essayer de vous montrer sur le Bureau des légendes, qui est de mettre en scène le travail du renseignement, donc la lutte contre la menace terroriste ou d'autres types de menaces, sans verser dans la propagande ou le film institutionnel de communication pour la CIA, la DGSE ou le MI5 ou MI6, etc. Et donc de bien comprendre en fait comment est-ce que cette fiction peut constituer une ressource à la fois, pour le dire de manière très simple, positive et critique de l'action des services de renseignement. Et ça, c'est possible, c'est l'hypothèse que je fais, c'est possible grâce à la sérialité, c'est-à-dire grâce au développement en fait, d'une histoire sur un temps très long qui permet d'entrer en fait, dans la mise en scène des coulisses du travail de renseignement et dans la révélation en fait, à la fois des failles et en même temps des qualités de ce travail-là. Oui, juste, on peut faire effectivement une petite remarque parce que c'est un axe important de ton travail et de tous ceux qui travaillent sur les séries aussi, c'est de dégager la spécificité des séries par rapport au cinéma notamment ou par rapport à la littérature. Et justement, cette spécificité, c'est la sérialité, c'est ce qui distingue une série d'un film, justement. Exactement. Alors, moi, j'aime beaucoup le cinéma aussi, je suis beaucoup moins spécialiste de cinéma. Il faut savoir que, vous le savez peut-être, mais voilà, il y a une partie des gens qui travaillent sur les séries qui sont, qui n'aiment pas du tout qu'on confonde séries et cinéma. Et une partie des gens qui travaillent sur le cinéma, en fait, dans une forme, il faut bien le dire, de réflexe un peu snob, considèrent que les séries, c'est un peu du divertissement de bas étage. Vous connaissez cette formule attribuée à Godard, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Hein. Quand on est au cinéma, on lève les yeux vers l'écran. Quand on regarde la télévision, on baisse les yeux. Hein. Voilà. Et donc, alors, il semblerait qu'il n'ait pas été exactement comme ça, mais il n'y avait pas trop la télévision aussi. Donc, voilà. Alors, moi, c'est un débat qui ne m'intéresse pas du tout, je dois vous dire. Le rapport entre cinéma et série, voilà, il y a des choses peut-être intéressantes, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
vraiment de m'attacher à la forme dont la manière précisément dont la série se livre à mon expérience de spectateur. Je suis un gros consommateur de séries, peut-être certains parmi vous le sont, et en fait vous vous rendez compte, nous nous rendons compte que nous passons un temps conséquent de nos vies en fait à regarder des séries. Alors ça, par exemple, ça désolait ma mère de me voir passer autant de temps à regarder ça, mais ce à quoi moi je réponds que en fait je passe ce temps que je passe à regarder une série, c'est en fait c'est comme un temps que je passerais à discuter avec des amis, à me lier avec des personnes qui ne sont pas dans mon entourage proche. Enfin, moi, à titre personnel, je connais personne qui travaille dans le milieu du renseignement, et peut-être même que si je connais des gens, en fait, ils ne me le disent pas parce qu'ils ne peuvent pas me le dire. Et j'ai, en regardant des séries, appris des trucs sur comment fonctionnent des prisons, comment fonctionnent des hôpitaux, comment fonctionnent des tribunaux, comment fonctionne la police, comment fonctionne même le bureau ovale dans la série à la Maison Blanche, comment fonctionnent les coulisses de la politique américaine. Franchement, j'ai rencontré des gens en regardant des séries que jamais dans ma petite vie de prof de philo parisien, je pourrais rencontrer. Donc, en fait, ces séries, elles documentent tellement de réels spécifiques auxquels normalement on n'a pas accès, qu'en réalité, elles constituent en fait un grand réservoir d'expérience. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur cette sérialité, parce que la forme sérielle, donc ce que j'appelle la forme sérielle, c'est tout simplement une fiction qui se déroule, qui se développe sur un temps long à travers des épisodes qui constituent des saisons et des saisons qui constituent ensuite une série. Donc il y a une sorte de double ressort. Et bien cette forme-là, en fait, elle m'accompagne tout au long de mon existence. Et puis aussi, je grandis avec les personnages, ils m'apprennent des trucs que je peux réutiliser plus tard, etc. etc. Donc c'est vrai que la sérialité de ce point de vue-là, pour moi, la sérialité de mon expérience, elle est vraiment essentielle. Alors je me dépêche un petit peu. Donc ça c'est le contexte de mon travail, et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'il s'applique donc à cette série du Bureau des légendes. Je le disais, le Bureau des légendes, donc c'est une série qui est créée par Éric Rochant. Éric Rochant, c'est un cinéaste qui est passionné par cette question de l'espionnage, du travail du renseignement. Vous avez peut-être vu ses films, Les Patriotes, Moebius, Agent secret, voilà. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, n'a pas ce snobisme envers la série, et qui a développé en fait son travail de scénariste. D'abord, il a travaillé en tant que scénariste sur une série qui est une série de gangsters qui n'a pas grand-chose à voir avec l'espionnage, qui s'appelle Mafiosa, hein, sur des réseaux criminels en Corse. Et puis, il a ensuite présenté ce projet du Bureau des légendes à Canal+, qui a donc duré 5 saisons de 10 épisodes chacune. Les épisodes durent à peu près entre 50 minutes et 60 minutes. Donc au total, on a 50 heures de programme. 50 heures de programme, si on considère qu'un long métrage de cinéma, ça fait en moyenne 2 heures, ça veut dire qu'il y a en fait 25 films. Voilà. C'est-à-dire que il faut prendre la mesure de ça, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 25 longs métrages en 5 ans. Voilà. C'est évidemment une densité fictionnelle, une densité de propositions qui n'existe pas au cinéma, en fait. Alors, pour sans doute des raisons, je ne vais pas lancer le débat du tout, hein, sans doute de très bonnes raisons, il n'y a sans doute pas le même rapport à la mise en scène, au tournage, au décor, etc., peut-être très bien. Et il y a peut-être un attachement à des personnages qui fait qu'on peut travailler davantage des personnages, leur complexité, etc. Mais c'est quand même pour prendre la mesure hein, du poids de ces œuvres, hein, et encore, il y a... série comme Homeland, c'est 8 saisons de 13 épisodes, donc on est encore plus sur des choses beaucoup plus denses. Donc le Bureau des légendes, ce qui est amusant, c'est que quand la première saison a été diffusée, la réception critique était très dubitative. Il y avait des acteurs à contre-emploi, Mathieu Kassovitz qui jouait un agent complètement sur la réserve alors qu'on l'avait vu dans des rôles beaucoup plus expressifs, Jean-Pierre Daroussin qui était dans le cinéma de... son nom m'échappe à l'instant, là, Marius et Jeannette, etc. Qui est Robert Guédiguian, voilà, qui en plus avec son ton de voix un peu traînant comme ça était aussi un petit peu abonné parfois à des rôles pas de simplet, mais en tout cas de gars un peu gentils, un peu lents, etc. Ou dans le film de Jaoui Bakri, Un air de famille, des choses comme ça, qui se retrouve en fait un des directeurs de la DGSE. On a un peu plus tard dans la série un humoriste, Artus,
qui fait des grosses blagues potaches dans la vie et qui, en fait, ici est analyste spécialiste en fait des réseaux islamistes. Donc tout un ensemble d'acteurs qui sont employés à un contre-emploi et dans une série dite entre guillemets d'espionnage qui ne ressemble absolument pas aux séries d'espionnage à l'américaine où l'agent est non seulement un agent de renseignement, mais en plus surarmé, suréquipé, hyper costaud, capable comme Jack Bauer de rester 24 heures sans aller aux toilettes, sans manger, sans se reposer, etc. Et donc la première réception du Bureau des légendes, c'est de dire en fait c'est terne quoi. En fait on s'ennuie en fait quand on regarde le Bureau des légendes parce que notre expérience de spectateur elle était construite par des super agents américains de la CIA, des cellules antiterroristes, etc. Et puis au fur et à mesure que la série se déroule, la réception a été beaucoup plus enthousiaste puisqu'on a compris en fait que ce que faisait Rochant, c'était en fait pas du tout de l'espionnage au sens de l'action en fait, mais c'était en fait de nous faire entrer dans les coulisses du travail ordinaire du renseignement. Alors bien sûr qu'il y a de l'action, mais on est sur des histoires d'informations, de renseignements collectés. La première saison, par exemple, il s'agit d'aller remettre la main sur un agent Cyclone, qui était l'agent infiltré à Alger et qui a été arrêté, on ne sait pas où il est. Et donc il faut 10 épisodes pour arriver à sa libération. Là où les Américains font ça en 2 épisodes, et en plus, le deuxième épisode, vous avez 30 minutes d'épisode consacrés à la scène d'action, avec les préparatifs, les coups de feu, etc. Dans la première saison du Bureau des légendes, pendant 10 épisodes, on prépare la libération de Cyclone. La libération de Cyclone occupe peut-être 4 minutes de l'action, occupe 4 minutes du dernier épisode. Et encore, on n'est pas sur place puisqu'on est dans la salle de contrôle à Paris et on voit la scène sur des écrans qui reproduisent les images filmées par les caméras que les agents des forces spéciales ont sur leur uniforme. Donc, vous voyez comme l'action, l'intervention est distanciée. Ce qui intéresse Éric Rochant, c'est de nous faire entrer donc, dans les coulisses du renseignement. Alors c'est quelque chose, je passe très très vite, c'est quelque chose que les séries contemporaines font de manière extrêmement régulière. Moi je dis souvent, pour le dire vite d'une formule, enfin d'une phrase un peu, avec plein de mots un peu compliqués dedans, mais en fait ces séries contemporaines, elles constituent une sorte de grand inventaire critique des lieux de pouvoir de la démocratie contemporaine. Un peu à la Foucault, c'est-à-dire les lieux de pouvoir qui sont bien sûr les lieux de pouvoir politiques, dans une série comme The West Wing, ou plus récemment Baron Noir, que vous avez vu peut-être aussi, qui nous fait entrer dans les coulisses au Parlement, la série de France de télévision sur les coulisses du Parlement européen, etc. Donc évidemment c'est les couloirs, les coulisses de la vie politique, mais pas que, c'est l'hôpital, c'est la prison, les institutions disciplinaires, hein. C'est la police et la justice, avec une série comme Engrenage par exemple. Donc l'hôpital aussi en France avec Hippocrate, etc. Ou des séries de gangsters où on va être dans les familles, je pense à des séries comme Les Sopranos ou Mafiosa, où on va être vraiment dans le cœur des familles de gangsters, etc. Donc ces séries, elles nous font entrer dans les coulisses. Je voudrais vous montrer un premier extrait, qui est l'épisode numéro 2 de la première saison du Bureau des légendes, c'est les toutes premières minutes. Et déjà, c'est pas le premier épisode, parce qu'en fait, dans le premier épisode, Éric Rochant met en place un truc qui est la faute originelle de Malotru, la faute originelle de son personnage principal, qui est un agent qui va mentir à son service. Ça, c'est pour lancer la grande arche narrative. Mais il retombe sur ses pieds de bon scénariste de série dès le deuxième épisode, et dans une série comme ça, où on va rentrer dans les coulisses d'une institution un peu normalement réservée, il y a un personnage que le spectateur suit, et qui est un personnage qu'on appelle le personnage naïf. Et on va entrer avec lui, en fait, dans l'hôpital, le service de renseignement, etc. Et c'est le cas ici du docteur Balmès, qui est une psychologue, qui est recrutée par la DGSE pour mener des entretiens auprès des agents infiltrés sous les gens, donc des agents clandestins, quand ils reviennent de mission. Ils sont parfois passés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, comme Malotru ici, qui était un agent infiltré à Damas, en Syrie, qui a donc une sorte de double identité. Et quand ils reviennent, la DGSE a décidé que c'était bien qu'ils aient un suivi psychologique. Et donc on va entrer véritablement à la DGSE avec ce personnage. Et donc vous allez voir, hein, juste en écoutant et en suivant la caméra, vous aussi vous allez entrer dans la DGSE et vous allez apprendre non seulement le chemin, le couloir à utiliser,
Vous allez découvrir que les bureaux ont des noms particuliers, vous allez apprendre du vocabulaire en particulier, bref, vous allez être initié à cette première expérience d'un service de renseignement. Et excuse-moi, juste avant que tu lances l'extrait, est-ce que tu pourrais expliquer le titre, pourquoi le bureau des légendes? Parce que oui, quand on ne connaît pas le service, c'est peut-être un petit peu étonnant, c'est quoi la légende? Oui, j'ai été un peu vite. Le bureau des légendes, alors, c'est le bureau des agents infiltrés sous légende, donc des agents clandestins de la DGSE à l'étranger. La DGSE, donc notre service de renseignement extérieur, a des agents qui sont des agents infiltrés. Ils sont sous une fausse identité à l'étranger, sous une couverture. Et donc, dans le vocabulaire du renseignement, alors un peu romantique, on appelle ça le bureau des légendes. Le bureau des légendes, en fait, n'existe pas à la DGSE. C'est un bureau qui s'appelle, je sais pas, service des agents infiltrés ou des agents sous couverture, mais pas le bureau des légendes. Mais c'est un joli titre. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Voilà. Et donc, on y entre avec le docteur Balmès. Bonjour. Je suis Rim Belghiti, je suis la secrétaire de Monsieur Duflo. Bonjour, allez-y. Tout s'est bien passé à l'entrée? Oui. Je me sens un peu toute nue sans mon téléphone et ma tablette. Oui, on ne peut pas entrer avec un ordinateur ou avec un téléphone. Vous savez pourquoi? Non? Quelqu'un peut les activer à distance et les transformer en micro. Ah d'accord. On s'habitue à être toute nue, vous allez voir. Peu de gens peuvent prendre cet ascenseur. C'est l'unique moyen d'accéder chez nous. Donc si quelqu'un de la boîte vous demande dans quel service vous travaillez, c'est pas la peine de dire que vous travaillez là. Tenez. Allez-y. Voilà, le service des clandestins, le bureau des légendes. Voilà, ça c'est votre bureau. Avant, c'était la pièce où les veilleurs qui devaient travailler 24 heures sur 24 pouvaient se reposer. Mais on a décidé de le transformer en bureau pour vous. Tous les soirs, vous devez détruire vos documents dans la choucrouteuse. Ou alors, vous les rangez dans cette armoire fermée à clé et protégée par un code. Rien ne doit traîner sur votre bureau ni dans la poubelle. Les services de maintenance n'ont pas le droit d'entrer. C'est pareil pour le ménage, donc c'est vous qui nettoyez votre bureau. Tous les numéros sont là. Porte, armoire, téléphone. D'accord. Ah, une dernière chose. Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit. Le droit d'en connaître ou non. Comme le secret professionnel. Non, comme le secret défense. Tu dors à l'hôtel, il paraît. Oui. Seul? Voilà, donc c'est un peu pédagogique, mais en même temps on apprend plein de trucs. On apprend qu'on peut activer des téléphones à distance, que du coup on doit travailler sans, on apprend que les services de ménage ça passe pas, qu'il faut s'occuper soi-même de sa propre sécurité, de ne pas discuter avec les collègues à tort et à travers. Bref, on entre en fait dans les coulisses de ce service. Et ici, la série en fait documente un réel auquel nous n'avons pas spontanément accès. Un réel qui est, pour de bonnes raisons, normalement, gardé secret. Et c'est là une des premières fonctions, on pourrait dire presque démocratiques de ce genre de série, c'est de jouer de façon très paradoxale la transparence démocratique des institutions à propos d'une institution qui, normalement, se refuse à ce jeu de transparence. Alors ce qui est drôle, c'est que cette série a transformé la communication de la DGSE. Puisque devant le succès en fait, de cette série, la DGSE a décidé en fait, d'en faire un outil de communication et de recrutement d'analystes sur des compétences très spécifiques. Et peut-être même, vous avez vu une des campagnes de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous savez, ceux qui s'occupent de nous dire qu'il ne faut pas cliquer sur des mails où on ne connaît pas les gens ou pour les pièces jointes, que si on a été piraté, il faut faire appel à l'ANSSI, etc. Eh bien, la campagne de l'ANSSI récupère tous les codes et même certains acteurs du Bureau des légendes
pour nous sensibiliser à la sécurité informatique. Ah oui, donc c'est un peu comme Top Gun qui crée des vocations de pilote de chasse, là, donc c'est un petit peu pareil. Exactement. Et alors, pour aller tout à fait au bout de la boucle qui est bouclée, quand la DGSE a vu apparaître le projet du Bureau des légendes, évidemment, Éric Rochant a souhaité, sans prévenir la DGSE, qu'il allait travailler sur ce sujet. Parce qu'Éric Rochant, il a une position qui est très simple, en fait. Lui, il n'est pas là du tout pour critiquer la DGSE. Et par ailleurs, il veut avoir une sorte de caution. Caution de vraisemblance, il veut avoir des infos sur les décors, sur les bureaux, sur comment ça marche, etc. Il veut avoir une sorte de caution réaliste. Donc il a besoin de travailler avec la DGSE. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre, parce que ça avait été un secret bien gardé, que son premier film, Les Patriotes, est un film qui est en fait utilisé dans la formation des recrues de la DGSE. Donc il y a un jeu en fait entre fiction et réalité sur ces fictions d'espionnage. Et il y a une sorte d'effet retour, c'est-à-dire que ces fictions d'espionnage, et ça c'est une des conclusions aussi de mon travail, ces fictions d'espionnage, elles constituent pour nous, enfin je sais pas, peut-être que parmi vous il y en a qui travaillent dans ce service-là, mais elles constituent pour, on va dire, voilà, la plus large audience, elles constituent presque l'unique, la seule ressource de représentation commune à propos en fait de ces métiers et de ce travail-là. Et donc, forcément que, ensuite, par exemple, je me souviens très bien d'un article d'un journaliste du Monde qui parlait d'une opération effective, réelle de la DGSE en Syrie, par exemple, il y a quelques années, et qui désignait un des agents, dont le comportement avait été un peu trouble, par le nom de Malotru, qui est l'agent de la série, comme on dirait de quelqu'un que c'est un Don Juan, par exemple. C'est-à-dire, la façon dont, en fait, ce que propose la fiction devient en fait une ressource pour rendre un réel compliqué plus intelligible. Pourquoi ? Parce que c'est une référence commune et partagée. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Alors, rapidement aussi, donc c'est le premier point que je développe dans cet article, c'est de montrer comment est-ce que cette série donc, nous fait entrer dans les coulisses du renseignement et documente pour nous un réel qui normalement nous est interdit. Et comme elle le fait sur un temps long, je vous ai dit 50 épisodes, 50 heures, eh bien on entre dans un processus, c'est le deuxième temps de mon article, que j'appelle un processus de familiarisation. Toutes les grandes séries, à mon sens, développent ce processus de familiarisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que, évidemment, suivre cette série sur le temps long, quand vous regardez les 5 saisons, les 5 épisodes, eh bien, évidemment, l'univers du renseignement vous est plus familier. Les personnages vous sont aussi plus familiers, puisque vous les connaissez bien, vous les fréquentez depuis longtemps, vous connaissez un peu leurs habitudes, leurs tics, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs failles, leurs forces, etc. Mais là où la série est assez forte, ces grandes séries sont assez fortes, c'est que cette familiarisation s'accompagne de ce que j'appelle une familialisation narrative. C'est-à-dire en fait l'intégration à la narration et à la construction des personnages de motifs familiaux. On pourrait même aller jusqu'à pousser l'hypothèse jusqu'au bout en faisant petite référence à notre ami Wittgenstein, pour qui une des clés d'explication de pourquoi est-ce que les signes peuvent signifier entre eux, c'était qu'ils entretenaient entre eux des airs de famille. Voilà. Et donc il faut rappeler Ludwig Wittgenstein, donc un philosophe autrichien du XXe siècle, voilà. Sur lequel tu t'appuies de temps en temps. De temps en temps, voilà, notamment pour développer, donner toute sa puissance à ce concept de familiarisation. C'est-à-dire qu'en fait, les séries nous familiarisent avec le réel qu'elles documentent de façon fictionnelle. Et le point qui est intéressant, c'est qu'elles nous familiarisent en nous familialisant avec les personnages. Alors c'est un mot qui n'existe pas, hein, familialiser, c'est le mot que j'ai inventé. Voilà, on a le droit de faire ça. On est philosophe et poète, mais voilà, moi je suis philosophe, pas poète. Donc on est familialisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'on va entretenir des relations de type familial avec des personnages qui, à l'écran, se mettent à entretenir eux aussi des relations de type familial alors qu'ils sont dans un contexte professionnel. Par exemple, dans le Bureau des légendes, il y a 2 personnages un peu obscurs qui sont un peu des hommes de main. C'est-à-dire c'est eux qui font des filatures de voitures, qui vident des appartements, qui cherchent des documents un peu... voilà. Ces personnages, ils ont des surnoms, ils s'appellent Pépé et Mémé. Voilà, surnoms affectueux, etc. Dès le premier épisode de la première saison, dès le deuxième, quand le docteur Balmès qu'on a vu rencontre Jean-Pierre Daroussin
donc le patron du bureau des légendes. Il lui fait faire une sorte de petit bisutage et il lui dit « Tiens, bah, que dit ma cravate de ma personnalité ?» Il a des cravates rigolotes avec des motifs de chiens, de trucs, de kangourous, etc. Et elle dit tout de suite bah, « En fait, vous êtes comme un bon père débonnaire pour vos collaborateurs. » Je voulais vous montrer un extrait donc, de la 3e saison, dans lequel donc, Jean-Pierre Daroussin s'entretient avec... on va sauter celui-là. Voilà. S'entretient avec Marina, qui est une jeune recrue pour être une agente infiltrée. Marina, elle a eu un peu des difficultés, sa première mission s'est pas très bien passée, elle a fait une crise de panique, une crise d'angoisse, elle a été arrêtée en Iran, elle doute. Au début de la 3e saison, elle est approchée par un agent du Mossad qui se fait passer pour un agent de la DGSE. Il va tomber parce qu'il recrute quelqu'un qui a déjà été recruté par la DGSE, donc il se rend compte assez vite que c'est pas la DGSE mais que c'est le Mossad. Et elle, qui avait arrêté de travailler pour la DGSE, elle se retrouve un petit peu perdue. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle retourne, en fait, demander conseil, comme si elle allait demander conseil à, je sais pas, un vieil oncle, un grand-père, à son père même. Et donc, il y a cet entretien dans une des planques de la DGSE, entre Marina, donc, et Jean-Pierre Daroussin, qui joue le rôle d'Henri Duflo, le patron du bureau des légendes. Le Mossad. Tu as tort, non? Vous êtes ingénieur, vous êtes brillante, vous avez de l'expérience et des contacts en Iran, et vous n'avez rien à voir avec Israël, mis à part une amourette quand vous étiez étudiante. Ça réduit les risques que tout ça remonte jusqu'à eux. Et si je me fais arrêter, je suis censée croire que je travaille pour la DGSE. 2 solutions. Soit vous ne me rappelez pas, on laisse passer, ça s'endort tranquillement, Soit j'y vais. vous replongez. Je reviens travailler pour la DGSE en faisant semblant de travailler pour le Mossad qui se fait passer pour la DGSE. Parce qu'il nous intéresse, c'est ce que le Mossad veut faire. La dernière fois que le Mossad a recruté quelqu'un à Paris en passant par un de ses agents français, c'était finalement pour détruire une centrale nucléaire en Irak. Et vous l'avez su? Après. Trop tard. Et si vous l'aviez su plus tôt? On n'a rien empêché. Ou collaborer, ou dénoncer, ou négocier. Dans tous les cas, Ça aurait été bien. donc, vous replongez et vous nous permettez de savoir, ou vous ne replongez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas important. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais si je vous demande un conseil? Revenez à la maison. Vous nous manquez. Et je suis presque certain que nous vous manquons aussi. Parce que? Vous êtes ici, dans cette planque. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous voulez savoir, vous aussi. Vous pourriez vous en tamponner, ça ne vous regarde plus, ça ne vous intéresse plus, mais non. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez que ça soit utile, vous voulez faire du renseignement. On ne change pas, Marina. On met juste les costumes d'autres sur soi. Vous êtes en train de citer Céline Dion, oui. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste. Bon. Voilà, donc vous avez une discussion entre un ancien patron et une de ses jeunes collaboratrices qu'il a formée, mais vous voyez le ton est plutôt débonnaire, détendu, et on est plutôt presque dans une forme oui, moi j'ai dit conseil de famille, de discussion familiale, et puis il y a cette formule avec la musique qui arrive à ce moment-là, hein. Revenez à la maison, vous nous manquez, je suis presque sûr que nous vous manquons aussi. Voilà un des signes, en tout cas, que moi j'interprète comme étant ce que j'appelle cette familialisation du personnel de série, c'est-à-dire que quel que soit en fait le métier, que ce soit dans une prison, dans un service de police, dans un hôpital, etc., il y a un moment donné, si vous êtes attentif, honnêtement, j'en ai regardé beaucoup et ça marche pas mal, il y a un moment donné où les personnages se mettent à adopter des comportements de type familiaux. Voilà. Et c'est assez facile d'un point de vue scénaristique parce que la série en fait permet de développer un certain nombre de personnages sur le temps long de façon un peu chorale, et donc oui, c'est le motif familial est très rapidement en fait disponible pour mettre de l'ordre dans ce personnel de série.
Et ça, par exemple, ça serait plus difficile au cinéma, par exemple. Alors, ça serait plus difficile au cinéma, alors de façon extrêmement caricaturale. Le cinéma, alors encore une fois, je suis moins spécialiste de philosophie du cinéma, mais de ce que j'en ai compris, en fait, hésite entre d'un côté le cinéma comme étant la grande mise en image et grande mise en mouvement du peuple, donc film un peu peut-être de ces films un peu entre propagande et création, notamment du socialisme, etc., Eisenstein, tout ça. Et de l'autre côté, un cinéma d'ailleurs plus américain, c'est notamment ce que dit le philosophe américain Stanley Cavell, hein, que en fait la bonne focale pour le cinéma, en tout cas le cinéma classique américain, etc., c'est l'espace du couple, en fait. C'est la question de la rencontre, de la possibilité de converser, la possibilité de discuter, de nouer un lien, et puis ou bien de le tenir, ou bien de le rompre, mais c'est des trajectoires individuelles. Voilà. Donc, si on voulait caricaturer de façon extrêmement simpliste, hein, ça serait de dire que l'espace du long, mais il y a évidemment des tas d'exceptions, hein, mais voilà, que dans l'espace du long métrage au cinéma, on est plutôt dans l'espace du couple, en tout cas dans l'espace de l'analyse des trajectoires individuelles, tandis que cette extension, cette dilatation en fait de la sérialité qui nous donne 50 heures pour traiter en fait un personnel de personnages permet donc de décrire des motifs familiaux et d'entrer donc dans une complexité de relations un peu plus élargie. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis en train de réfléchir et je me rends compte qu'à part le fameux un gars, une fille, bon, il n'y a pas tant de séries que ça sur le couple en fait. Alors, il y a des séries sur le couple, mais qui en fait vont individualiser les personnages à partir de familles. Et ce qui sera intéressant dans la série, c'est de voir quelles sont les répercussions en fait de cette relation de couple sur le reste de la famille. Prenons une série comme Friends, par exemple, c'est les garçons d'un côté, les filles de l'autre. La question, c'est quels sont les couples qui vont se former et en fait, comment est-ce que ces couples qui se forment restent compatibles avec un mode de vie familial, le mode de vie du groupe, en fait, du groupe d'amis. Donc voilà, alors ça c'est un sujet à part entière hein, qu'il faudrait analyser, traiter, etc. La façon dont s'organise, on pourrait dire individu et communauté, voilà, entre cinéma et série, quoi. C'est une belle thèse. C'est pas exactement mon sujet, mais en tout cas c'est un point moi qui m'intéresse. Pour terminer tout à fait sur cette question de la confiance, donc. Ce qui est le terme de l'article, c'est que donc une fois qu'on est entré dans les coulisses du renseignement, une fois qu'on a noué des relations de type familial avec ces personnages, qu'on s'y est attaché, qu'on a pénétré davantage leurs motivations, leurs failles, leurs vulnérabilités, leurs forces aussi, eh bien en fait on se retrouve spectateur de ce qu'on pourrait appeler le travail ordinaire du renseignement. Je ne suis pas le mot ordinaire à dessein parce que le premier article que tu citais, celui de Sandra Logier, justement dans ce numéro de la Revue internationale de philosophie, développe justement cette question de l'esthétique de l'ordinaire. Et donc ce travail ordinaire du renseignement, il est de nature, je crois, quand on en est le spectateur naïf, comme je le suis, ou comme peut-être vous l'êtes aussi, comme l'est en tout cas une large partie de l'audience, il est de nature en fait à nous rassurer, non pas sur l'hyper-compétence des gens qui travaillent dans le renseignement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous des agents bodybuildés, survitaminés, capables de sauver le monde à chaque épisode, mais tout simplement sur le fait qu'il y a bien des gens qui travaillent à cette sécurité, que nous ne sommes pas en fait, comme on le caricature parfois, des sociétés ouvertes à tous les vents, de toutes les menaces, et que voilà, il ne se passe rien. Vous savez, ça fait toujours bizarre quand on entend un ministre de l'Intérieur qui dit tiens, bah, ce mois-ci, 4 ou 5 attentats ont été empêchés. Alors, c'est de la communication ou pas? Moi, après avoir vu le Bureau des légendes, je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui, tous les jours, en fait, mettent un petit costume gris, vont dans des bureaux, travaillent sur ces menaces-là, déjeunent à la cantine, en discutent, ce qu'on voit dans le Bureau des légendes, et parfois font des erreurs, n'y arrivent pas, et parfois, ils y arrivent. Le personnage de Malotru, donc, qui est le personnage principal, et je terminerai là, le personnage principal du Bureau des légendes, qui est joué par Mathieu Kassovitz, de ce point de vue-là, est un personnage qui est fascinant, parce que c'est un personnage à la fois qui pour des tas de raisons qui lui appartiennent, n'est pas tout à fait loyal à la DGSE, et qui, en même temps,
témoigne d'un engagement sans faille pour le travail de renseignement. Et Mathieu Kassovitz, donc l'acteur interviewé donc, à propos de son personnage, répond la chose suivante, c'est ce qui m'intéresse ici. Il dit « La réalité, ce sont des gens qui vont chercher leur chèque à la compta et passent des journées derrière un bureau. Il y a 20 ans, les gens voulaient voir Chuck Norris sauver le monde. Aujourd'hui, ils veulent savoir comment le monde fonctionne concrètement. Si on leur répond que c'est Tom Cruise qui se charge de leur protection, ils savent qu'on les prend pour des cons. La réalité qui nous entoure est tellement violente que l'on a besoin d'en percevoir l'humanité, la complexité, savoir que ceux qui sont responsables de notre sécurité sont faillibles, c'est rassurant. » Voilà. Et c'est ce paradoxe-là qui m'intéresse, et c'est ce paradoxe-là que je travaille comme une hypothèse de cette confiance que l'on peut restaurer. Alors je vous ai épargné un petit peu le développement sur l'analyse sociologique de la confiance, comme la réduction d'une complexité sociale, etc. Parce que, voilà, on n'a pas le temps. Mais c'est ce paradoxe-là qui m'intéresse. Et pour terminer tout à fait, c'est quelque chose que nous allons pouvoir travailler donc, dans le sein du projet Démo-Série, parce que nous commençons là, le mois prochain, une grande enquête de réception auprès des spectateurs, alors pas que des spectateurs du Bureau des légendes, hein, mais des spectateurs de séries en général, et on va faire un focus sur les spectateurs de séries sécuritaires. On va enquêter, donc on va leur poser un questionnaire et puis faire des entretiens individuels pour essayer donc de valider cette hypothèse, ou en tout cas de la confirmer, ou en tout cas d'essayer de trouver des éléments de confirmation sur cette dernière phrase, savoir que ceux qui sont responsables de notre sécurité sont faillibles, c'est rassurant. Tiens, sur essayer de mesurer l'effet, entre guillemets, de rassurance de ce type de série sur les spectateurs. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Alors, je vais passer à la petite présentation de mon article à moi sur De flics à Miami, et puis après, vous pourrez poser des questions sur les séries, la philo des séries télévisées, et tout ce qui tourne autour de ce thème. Et cette question, les séries télévisées pensent-elles? Donc, vous voyez que là, on commence déjà à avoir quelques éléments de réponse. Alors, effectivement, ce qui caractérise ce numéro de la Revue internationale de philosophie, c'est qu'il y a des articles thématiques généraux, hein, par exemple l'article de Sandra Laugier sur l'esthétique de l'ordinaire, il y a un article de Marianne Chaillan sur les séries télé comme laboratoire de philosophie morale, et puis il y a des articles qui sont consacrés à une série en particulier. Alors donc Thibaut a travaillé sur le Bureau des légendes, et donc moi j'ai travaillé sur la série Miami Vice, Deux flics à Miami, qui est une série qui me passionne en fait. Et pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai demandé à Michel Meyer si on pouvait faire un numéro sur les séries télévisées, c'était juste pour que moi je puisse écrire un article sur Deux flics à Miami en fait. C'était purement intéressé. Puis bon voilà, alors il a tout de suite accepté, et bon moi j'étais un petit peu embêté parce que bon, j'étais beaucoup moins spécialiste du sujet que Thibaut. Je regarde des séries comme tout le monde, mais il y en a énormément que je ne connais pas, voilà. Et donc j'ai tout de suite proposé à Sandra Laugier de m'accompagner dans cette aventure, parce que je savais qu'elle s'intéressait à ces sujets depuis très longtemps, et puis elle m'a apporté Thibaut et quasiment tous les autres collaborateurs en fait. Donc voilà, je la remercie ce soir à distance. Et voilà, moi je suis beaucoup moins spécialiste des séries télé que Thibaut, mais par contre, je revendique une chose, je connais un tout petit peu la série de flics à Miami, ça je connais. Ça oui. Alors je rappelle donc Deux flics à Miami, Miami Vice en anglais, c'est une série qui a été diffusée sur NBC de 1984 à 1989, en France à partir de 1987. Donc c'est une série qui a été créée par le cinéaste Michael Mann et Anthony Yerkovich, 5 saisons, 100 épisodes. Donc on est sur environ 22 épisodes. Et alors je pense qu'il y a une saison, je ne me souviens plus laquelle, qui en fait 23. Donc dans les rôles principaux, Don Johnson qui joue James Sonny Crockett, et Philip Michael Thomas qui joue Rico Tubbs. Donc le principe de la série, et d'une certaine façon ça rejoint un petit peu ce que disait Thibaut sur le Bureau des légendes, c'est que les deux personnages travaillent à la brigade des mœurs de Miami, de la police de Miami, donc Miami Vice, et ils travaillent undercover, ils se font passer pour des trafiquants de drogue.
dans le but d'arrêter justement les trafiquants et de démanteler les réseaux. Alors il y a tout un contexte historique parce que dans les années 1980, il y a une explosion des problématiques autour du trafic de drogue en Floride en raison de la proximité de l'Amérique latine. Et voilà, il y a, la série n'est pas réaliste parce qu'elle est hyper stylisée, on va y revenir, mais en tout cas, elle a un substrat historique dans le contexte de l'époque. Par exemple, si vous avez vu le film Scarface de Brian De Palma, qui se passe à Miami aussi, hein, on a quand même une idée d'une criminalité hyper violente liée au trafic de drogue. J'en profite pour dire que donc, la série est ressortie en coffret intégral Blu-ray chez Blue Elephant, voilà, vous l'avez ici, en 2019, et la série a été entièrement remasterisée. Alors voilà, je sais qu'on vit dans l'ère de la dématérialisation, que les DVD, les Blu-ray ne sont pas plus du tout à la mode, mais je vous le dis, vous ne pouvez pas voir Miami Vice en VOD, ni sur Netflix, ni nulle part en fait. Je ne sais pas pourquoi. La seule façon de le voir, c'est soit les DVD un peu plus anciens, soit ce magnifique coffret que je vous conseille. Alors, mon article s'intitule « Le miroir qui revient, action, contemplation et méditation dans Miami Vice ». Le miroir qui revient, pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil à Alain Robbe-Grillet. C'est le titre de son autobiographie. Alors, l'objectif de cet article, c'est de travailler sur le thème du spéculaire, donc du miroir dans Deux flics à Miami, en mettant en perspective l'effet de réversibilité entre scène d'ouverture, pré-générique, et scène finale. Et je me fonde sur 3 épisodes. Mais je pense que je pourrais élargir à d'autres, avec donc plusieurs hypothèses. Le passage de l'action à la contemplation, le passage d'un imaginaire diurne à un imaginaire nocturne. Alors ça, j'emprunte ça à l'anthropologue Gilbert Durand, qui oppose l'imaginaire diurne lié au soleil, la vie, etc., et l'imaginaire nocturne plus lié à la mort, à l'échec, au tragique. Et aussi le passage de la force virile à l'échec. Parce que l'un des grands contresens qui est commis sur Deux flics à Miami, c'est qu'on pense que c'est une série machiste, c'est une série de démonstrations hyper viriles et virilistes, voilà, avec les flingues, les grosses bagnoles, les costards et tout. Mais en fait, quand on regarde vraiment la série, on se rend compte que les deux personnages sont très souvent en échec, en fait. Et ils sont très souvent... c'est pas toujours les bons qui gagnent à la fin, et c'est même plutôt le contraire, en fait. C'est même plutôt les criminels sont plus forts, ils ont des appuis politiques, souvent très haut placés, et ce qui fait que, voilà, voilà, donc cette dimension d'échec est vraiment tragique. Alors pas dans tous les épisodes, mais me semble vraiment très importante à souligner. On n'est pas dans le mal alpha, voilà. On n'est pas dans le héros tout puissant. D'une certaine façon, un petit peu comme dans le bureau des légendes, avec une autre perspective. Alors, pourquoi ce thème du double et du miroir, pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Alors, les deux personnages principaux, undercover, donc qui travaillent sous couverture, ont 2 identités d'emprunt. Donc, pour Crockett, c'est Burnett, et pour Tubbs, c'est Cooper. C'est-à-dire que quand ils se font passer pour des trafiquants de drogue pour infiltrer les réseaux, ils utilisent une identité d'emprunt. Bon, ça nous renvoie aussi un petit peu à la problématique du bureau des légendes. Ça veut dire que chaque personnage a un double. Et vous voyez, c'est intéressant parce que le nom d'emprunt de Crockett, c'est Burnett. Et Burnett, c'est aussi le nom d'un célèbre romancier américain et scénariste de films noirs. C'est intéressant, hein, parce que justement, Deux flics à Miami emprunte pas mal à l'imaginaire cinématographique du film noir. Et dans le dernier épisode de la saison 4, donc l'épisode 22, intitulé justement en anglais Mirror Image, Crockett va perdre la mémoire suite à un accident et il va devenir le temps de quelques épisodes son double maléfique Burnett avant de récupérer sa vraie identité. Donc déjà le thème du miroir, il est très présent dans la série à ce niveau-là. De façon générale, quand on regarde le système des personnages dans la série, on se rend compte que très souvent les personnages vont fonctionner par couple. Il y a
Swiatek et Zito, qui sont les deux un petit peu les deux agents qui aident Crockett et Tubbs. Il y a notamment pour tout ce qui est communication, réception, etc., etc. Il y a Trudy et Gina, les deux policières femmes, et il y a Noogie et Izzy qui sont les deux indiques. Donc très souvent, il y a l'idée que les personnages fonctionnent par couple. Alors il y a le lieutenant Castillo, qui est un personnage qui est a priori plus isolé, mais qui a un double aussi, puisqu'il faut rappeler que c'est un personnage qui apparaît dans l'épisode 6 et qu'il remplace un autre chef de la brigade de Miami Vice, justement, qui, voilà, alors bon, pour la petite histoire, c'était d'abord cet autre acteur qui avait été choisi, Gregory Sierra, qui est mort récemment d'ailleurs, mais il trouvait que la chaleur à Miami était insupportable pendant le tournage, donc il est parti au bout de 4 épisodes. Mais c'était très bien parce que comme ça, on a pu récupérer ce magnifique Edward James Olmos, qui est un immense acteur que vous pouvez voir aussi dans une série comme Battlestar Galactica, si je ne dis pas de bêtises. Et le personnage du lieutenant Castillo, c'est un personnage, enfin c'est le personnage le plus intéressant avec Sonny Crockett de la série. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Là, vous voyez, vous avez les principaux personnages de la série. À droite, vous avez les deux indiques qui jouent justement le rôle de contrepoint un peu comique, souvent, dans la série. Alors, justement, toujours dans cette idée que la série est traversée par le thème du double et du miroir, je remarque aussi que c'est intéressant de voir que dans la série, il y a deux voitures, en fait. Il y a un changement qui s'opère à la saison 3. Dans les saisons 1 et 2, on a une Ferrari Daytona noire, et à partir de la saison 3, on va passer à une Ferrari Testarossa blanche. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est la marque Ferrari elle-même qui a décidé de fournir cette Testarossa à la série dans le but de faire un peu de publicité, et aussi parce que la première Ferrari n'était pas une vraie Ferrari. Ils avaient monté une carcasse de Ferrari sur une autre voiture que j'ai oubliée. Donc, quand la série a commencé à avoir un peu du succès, Ferrari a un peu pitié, justement, dit attends, on va quand même leur donner une vraie Ferrari. Bon. Et voilà, et ils ont choisi de la changer de blanc à noir, notamment pour les scènes de nuit, pour que la voiture soit plus visible. Et comme on va le voir, l'imaginaire nocturne est très important dans la série aussi. Et alors, pour la petite histoire, la Ferrari Testarossa blanche, c'est aussi la voiture de Jordan Belfort, donc Leonardo DiCaprio, dans le film Le Loup de Wall Street de Scorsese. Et on voit dans le film un clin d'œil explicite à la série. Au tout début du film, il dit « Oui, moi j'ai une Ferrari Testarossa blanche, comme Don Johnson dans De flic à Miami ». Et voilà, je fais même l'hypothèse que peut-être il y a un effet même de duplication ou de miroir dans le signifiant de la ville elle-même, un Miami, qui effectivement avec l'idée de syllabes qui se redoublent. Alors maintenant, je vais pour que vous ayez le temps de poser quelques questions, je vais illustrer mon hypothèse du miroir qui revient à partir, parce que dans mon article j'analyse 3 scènes, mais pour laisser un peu le temps de poser des questions et qu'on puisse dialoguer, je vais prendre un exemple. Alors je saute, voilà, là vous avez les deux Ferrari, donc la Daytona noire et la Testarossa blanche. Donc le DiCaprio, je vais le sauter et je vais en venir directement à au premier extrait que je voulais vous montrer. Alors, le premier extrait que je voulais vous montrer, deux extraits, puisque le principe de ma méthode, c'est que je prends la première scène et la dernière scène, et je vois comment les deux se répondent en miroir, quel renversement s'opère. Excusez-moi, c'est tiré donc de l'épisode qui s'appelle Milk Run, traduit en français par Du Petit Lait. Bon, parfois, alors ça serait quelque chose dont on pourrait parler aussi, le problème des traductions de titres d'épisodes qui parfois sont complètement, surtout dans les années 1980, on va dire un peu hasardeuses, alors qu'on va voir que le titre Milk Run a vraiment un sens précis en fait par rapport à ce qui se passe dans la série.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la première scène, la dernière scène, et puis après, je vais les comparer et je vais vous montrer justement comment ce miroir qui revient s'opère. Alors, en 2 mots, l'histoire, c'est que les 2 policiers, Crockett et Tubbs, ici on est à l'aéroport de Miami, et ils ont repéré donc 2 jeunes gens qui veulent aller prendre de la drogue, de la cocaïne en Colombie pour faire un coup, quoi, et pour la ramener donc à Miami, la vendre, se faire plein d'argent et aller ouvrir une boîte de nuit. Et donc voilà, je vous laisse découvrir la suite. Trying to give the taxpayers their money's worth. Yeah, I didn't realize that passenger surveillance could be such a tough gig. I mean, if you're not careful, you could end up with eye strain. This is true. But I knew the job was dangerous when I took it. Well, next time, cuz you work customs. 20, 40, 55, 86. Don't get comfortable. Kid over there just paid cash for a ticket to South America. You got extra vision? No, I got counter help. Kid, Eddie Rivers, where is he going? Bogota. In 34 minutes. Do you have a reservation? Uh-uh. Thanks, Denise. Fits the profile. Let's go to work, partner. Ugh, you're all slimy, man. What, you got a hormone problem? Eddie, man, you need to chill out. I'll give you my ticket, okay? This ain't no joke. Did I ever joke with you? I told you, I'm going to Miami. I'll call you in 6 weeks with the contacts and the money. And what happened? I delivered. Lewis delivered. And Lewis got lucky at the track. And that's right. And Lewis and Eddie are gonna ride this lucky streak to the sky, man. So what are we celebrating, fellas? Who the hell are you? Well, we're the guys that are going to bust y'all if Eddie here comes back from Colombia with anything in that bag except his dirty laundry. That is provided that you don't come back in the cargo section. Although that's a reasonable possibility, seeing that 95% of all these deals are rip-offs. Now, Tubbs, you don't think that these obviously experienced professionals here are going to fall for a rip-off? You're right. I mean, how hard can it be to fight your way out of a foreign country, huh? Although I don't know if the Colombian policeman would overlook it. Oh, you don't know. They might be a big partying group down there. Plus, they got all those neat rehabilitation techniques, such as sewing your fingers in your mouth and letting the ants eat your eyeballs out. Of course, that's on top of the usual, more intimate procedures. You fellas want to cough up some ID?
Vice, pal. Vice. Voilà, alors, ça c'est la scène d'ouverture. Après, la suite de l'épisode, c'est que les deux jeunes gens, ils vont aller en Colombie, ils vont faire leur voyage, ils vont les arrêter. Et donc, pour ne pas qu'ils aillent en prison, ils vont les convaincre de collaborer avec eux, d'organiser un faux rendez-vous avec des trafiquants. Ils vont arrêter les trafiquants. Bon, tout se passe bien, a priori. Et donc, après, on va être à la fin de l'épisode. Ils vont ramener les deux jeunes gens à l'aéroport pour qu'ils rentrent chez eux. Et voilà ce qui va se passer. Colombie. Non, ils sont américains. Voilà. Est-ce que ça marche ? Ouais, voilà, c'est ça. Get out of here, I got it. And no wonder people deal drugs around here. Just a joke. Don't be a wise guy. Sorry? Listen, hey, when can you send me my stuff? What stuff? Oh yeah, your stuff. Eddie! There's a traffic cop outside. Get an ambulance. Move! Oh, God. Oh, my God. Oh, God. Go get on the plane. Go on, go home. You think this is a joke? Look at your friend. Get on the damn plane. Hey, Louis. Make sure you get some plane. Let's go get the car. Yeah, let's go get the car.
c'est très intéressant de mettre ces deux scènes, la première et la dernière, en perspective, parce qu'il y a les mêmes personnages, ça se passe au même endroit, l'aéroport de Miami, mais tout change complètement. Dans la scène d'ouverture, qui se passe 2 jours, d'accord, on a un imaginaire diurne, il y a le soleil, il y a des connotations érotiques avec les jambes de la passagère qui passe. Il faut faire attention à la musique aussi. Miami Vice est une série qui donne une importance décisive à la musique et qui introduit dans la série, dans le monde des séries, une dimension de clip vidéo qu'on va retrouver aussi dans Dr House par exemple. Et les chansons qui sont choisies, qui étaient en général des tubes pop-rock, voilà, qui ont contribué à forger l'identité sonore de la série, ne sont pas choisies au hasard. Ici, la chanson qui rythme la scène d'ouverture, c'est la chanson Legs du groupe ZZ Top. Donc Legs, les jambes, d'accord ? Donc les jambes, c'est les jambes de cette passagère avec les connotations érotiques qu'on voit au début, avec aussi une dimension de réversibilité, puisqu'elle salue... voilà, on a ce plan inversé un petit peu bizarre qui introduit déjà cette idée de réversibilité ou de spéculaire. Et Legs, ça annonce la course aussi. Après, ces jeunes gens, ils vont courir à leur poursuite. Donc, on a une scène qui nous montre, disons, de la vie, de la vitalité, du mouvement. Par ailleurs...